Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Digitalmen sur lequel nous allons revenir sur le CES en parlant plus précisément automotive et Smart City. Alors c'était un épisode qu'on vous avait promis la dernière soirée que l'on passait à Vegas et puis je crois que ce soir-là on a été un petit peu empêché et retardé par un repas de groupe qui a duré un peu plus longtemps. Et vous savez qu'à Vegas ça peut être compliqué quand vous dites que vous arrivez à 2 et finalement vous êtes 9. Je crois qu'on était même 12. On était même 12 certainement. Oui, c'est venu se greffer comme ça. Et donc finalement, on avait envoyé un petit post, on avait envoyé une petite vidéo où on était un peu près des gondoles. D'ailleurs, voilà, on montait, on descendait sur le décor. C'était voilà. Ceux qui l'ont regardé, j'espère que ça ne vous a pas trop donné mal au cœur. Non, en tout cas, on vous en a fait un petit dernier. Et puis l'objectif de celui-ci, c'est de revenir sur les deux thématiques qu'on aurait voulu traiter ce soir-là. Voilà, sinon, entre-temps, vous pouvez nous suivre en podcast et puis on a fait des interventions que vous pouvez retrouver sur la chaîne Digitalmen en podcast sur YouTube et sur Deezer, sur les débriefs que l'on faisait le matin dans le cadre de l'Eurotech Week, quand on était sur le centre d'expo. Et puis là, on va attaquer Smart City et Automotive. C'est parti ? C'est parti. Allez, go ! Alors, thème du jour, et alors on a effectivement la citation du jour, celle qui émane également de Gary Shapiro, tu venais nous la donner. Oui, alors celle-là, on l'a déjà, on l'a déjà mis dans un de nos épisodes, mais il faut le dire, toute société est une société aujourd'hui technologique, c'est-à-dire que l'impact du digital et l'impact des technologies impactent et irriguent l'ensemble des propositions de produits et de services que les sociétés peuvent diffuser. Et alors là, à Vegas, évidemment, c'est le cœur de toutes ces du solutionnisme technologique, comme exactement. Disait Olivier Zrati l'année dernière, si je ne me trompe pas. Alors avant peut-être de commencer, ça serait peut-être intéressant de se dire, bon, puisqu'on est là quelques jours après le retour du CES, on a pu digérer un petit peu le décalage horaire. Qu'est-ce qu'on retient, les quelques grands qualificatifs que l'on pourrait retenir de ce CES Ready 2019 ? Alors peut-être qu'il y a une des choses qui nous a marqué cette année, c'est qu'on est véritablement sur le salon de la convergence technologique. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé expérience utilisateur, le CES c'est le palais, le temple de tous les produits techno à proprement parler, d'électronique, et pour autant l'expérience utilisateur depuis 2016-2017 on voit que c'est central, le consommateur est au cœur de tout, mais cette fois c'est la convergence qui est au service tout simplement de l'expérience utilisateur. Et cette convergence, on la voit avec, moi j'ai retenu quelques qualificatifs dans une forme de consolidation entre l'IA, avec toutes les interfaçages vocaux, entre l'interopérabilité que l'on voit dans la smart home, la connectivité que l'on voit aussi dans la santé, le serpent de mer qui commence à sortir la tête, c'est-à-dire la 5G pour cette interopérabilité et cette capacité de connexion, et puis surtout moins de gadgets et beaucoup plus de services. Donc ça c'est bien, consolidation, on est plus fort. Notion de valeur, sens, et puis cette année résilience dont on parlera, mais qu'est-ce que la technologie apporte et permet au quotidien ? Et puis aussi, il y a une forme de distanciation. On parle de résilience, on parle de distanciation par rapport aux GAFA. Pas mal de solutions qui permettent d'introduire de l'interfaçage vocal. On en a beaucoup parlé dans les précédentes vidéos, dans les précédents épisodes. Des solutions comme Linto, comme Snips, qui permettent de l'interfaçage vocal sans être au niveau des GAFAM. Et puis, les nouveaux territoires d'exploration. Et c'est un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a effectivement, il me souffle un petit peu les mots quand il est notre écran. Parce que Lionel a très bien préparé, je vous montre toute la présentation, c'est magnifique. Non, c'est vrai c'est un peu une synthèse. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a de nouveaux territoires d'expression. Il y a beaucoup d'effets, notamment, qu'on a pu voir autour de l'automotive. Alors après, on peut se poser des questions de certains sujets. Quel est l'intérêt aujourd'hui de repenser comme Kia dont on vous a parlé sur l'émotion ? On va en reparler d'ailleurs, on va reparler à la vidéo. Quel est l'intérêt véritable que ça peut apporter dans les use cases dont on parle aujourd'hui ? Qu'est-ce que véritablement sur le stand de Vision 2030 de Dassault, il y avait plein de choses qui se passaient, mais c'était des visions. Et voilà, globalement, le concret, le dur, effectivement, tous ces nouveaux territoires d'expression dans l'automotive, la Smart City, qui créent de nouveaux cas d'usage. Est-ce que ces cas d'usage vont s'appliquer plus ou moins directement, rapidement, en fonction des contraintes technologiques et des sorties qu'il va y avoir ? C'est toutes ces questions qui nous amènent aussi à considérer que sur le CES, il y a de plus en plus de nouveaux territoires d'expression. On accepte de se perdre dans la recherche pour revenir à des cas d'usage qui peuvent être plus concrets. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils pénétreront probablement étape par étape. Et c'est vrai que là, on avait la possibilité de voir des prototypages qui allaient jusqu'au bout des délires.
Mais Oui. on sait très bien que quand on est sur le stand Mercedes, ils présentent leur nouvelle classe A 3 volumes, avec malgré tout un tableau de bord qui est déjà décliné de la dernière classe A qui était en 2 volumes, avec un énorme écran, de la conversation, enfin de la commande vocale. On voit bien que ça pénètre tout doucement. Totalement, oui. Bien Ça, c'est clair. Mais évidemment, on est dans un salon, donc il faut aller montrer ses muscles, il faut montrer son imagination, et certains vont, et on va le voir, Excellent la matière, dans des je pense délires. qu'on peut le dire. Mais c'est Dans vrai que le des délires. CES, c'est aussi la démonstration de force, en attendant le Mobile World Congress, puisque les deux sont un peu mobilité. Ouais, ils seront complémentaires sur la mobilité, ça c'est clair. En tout cas, ce qui est transverse à tous les domaines, c'est cette résilience et cette bienveillance que l'on a pu observer, et c'est de pouvoir, en tant que société proposant un service ou un produit, générer une confiance numérique. Parce que la confiance, elle a été écornée un petit peu cette année. Sur 2018 avec tous les scandales, 34 scandales. Si 31 ou 34 scandales pour Facebook. Sur Facebook rien que uniquement, Cambridge Analytica étant le plus célèbre, c'est vrai que tout le monde parlait de GAFAM Free, tout le monde parlait de RGPD, mais enfin pas forcément en parlait, mais en tout cas il y avait cette notion très clairement de confiance à regagner sur les consommateurs pour qu'ils acceptent ou ils freinent moins la captation de données. Et puis on se souvient des 15 étages squatté par Apple, retourné sur les photos que vous pouvez voir sur le CES, on l'a pas dans le coin, je crois. Je devrais peut-être la trouver. C'est sur 15 étages, et bien ils ont écrit tout simplement ce qui se passe dans notre iPhone reste dans notre iPhone. Ça veut dire que amis autres GAFAM, tenez-vous tranquille, arrêtez de mettre votre business model uniquement basé sur la captation de données de comportement. Vous le retrouverez facilement, ça a défrayé la chronique puisqu'ils étaient placés stratégiquement pour que tous les visiteurs du Las Vegas Convention Center puissent la voir. En tout cas, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas de données qui partent chez Google, puisque 6 mégaoctets par jour, en moyenne, passent en partant de l'iPhone. De l'iPhone vers Google. Donc on va parler un petit peu des sous-jacents, puisque aujourd'hui on parle d'automotive, on parle de Smart City. C'est évidemment un sujet fondamental, puisque se déplacer et le sujet de la ville, ce sont deux sujets qui sont intimement liés. La Smart City, évidemment, va beaucoup plus loin que le déplacement uniquement. Va sur l'énergie, va sur la nourriture, va sur la sécurité. Mais le déplacement, c'est un des problèmes cruciaux. On le voit à Paris, et toutes les problématiques depuis plusieurs mandatures de la mairie de Paris sur comment résoudre à la fois la pollution, la fluidité, etc. Donc c'est très intéressant d'aborder les deux ensemble, et ça nous a ça nous a permis de concaténer un certain nombre de technologies. Et là, ici, aujourd'hui, on va essayer de parler de sous-jacents. Et les premiers sous-jacents, c'est aussi tout ce que l'on appelle cartographie. Et on a rencontré sur le stand de HERE, qui est une ancienne société qui appartenait à Nokia et qui a été rachetée en 2015 par une alliance BMW Daimler Audi. C'est une société qui fait de la cartographie en temps réel. Cette cartographie en temps réel, on va pouvoir la voir à travers une petite, non même pas une petite vidéo d'ailleurs, on va pouvoir vous montrer qu'elle existe en termes d'échange entre ce que la voiture est capable d'envoyer vers le service et ce que le service est capable de renvoyer à la fois vers la voiture, mais aussi il s'occupe des transports maritimes, il s'occupe des livraisons du dernier kilomètre pour optimiser les parcours des livreurs. Bref, c'est un système qui se veut indépendant des GAFAM, indépendant de votre Google Maps, de votre map, de votre plan d'Apple ou tout simplement de Waze, qui avait été racheté par Google. Donc là, c'est un sujet très intéressant parce que c'est vrai qu'on a tendance à jamais plus utiliser les GPS des voitures parce qu'on sait qu'ils ne sont pas à jour, etc. Je crois qu'il y avait une nouvelle norme qui sortait sur les GPS fin 2018 ou mi-2018 si je ne me trompe pas, qui le rendait plus. On arrivait à les taper à la seconde en permanence le signal. Et puis là, la promesse, c'est que les GPS se mettront à jour automatiquement. Parce que justement, HERE sera capable en real time d'envoyer les informations de trafic, etc. etc. Donc ça, c'est très intéressant. On avait aussi vu une autre plateforme, qui est une plateforme, alors là, qui est développée par Panasonic, toujours dans le même concept, c'est-à-dire on va aller capter de la donnée venant du trafic, on va analyser cette donnée et on va la retransmettre aux usagers. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui va faire de l'analyse en V2X, c'est-à-dire à la fois je prends de la donnée qui vient des équipements, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, et de la donnée qui vient des véhicules.
Je synthétise tout ça et je vous renvoie ça dans votre véhicule. Alors là, on voit évidemment dans quelques secondes un magnifique affichage tête haute qui vous montre ce que vous devez savoir par rapport au chemin que vous êtes en train d'emprunter. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mix entre la réalité augmentée, beaucoup d'éléments qui venaient créer un nouvel habitacle ou même inonder d'informations presque le conducteur. On a beaucoup parlé quand Byton a fait sa présentation avec Faurecia sur son écran 48 pouces en disant au bout d'un moment ça va gêner le conducteur, etc. Ne dévoile pas tout ce qu'on va montrer, Oui, attention, c'est vrai qu'on va attention. montrer. Il y a des choses dont on a déjà parlé, donc si vous nous avez suivis, je sais que par exemple Nicolas Latour, que j'ai vu le dimanche en rentrant à la piscine municipale de Levallois, et donc effectivement qui m'a effectivement dit qu'il nous avait bien regardé. Il m'a même posé des questions très précises. Nicolas, tu auras une interrogation écrite. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'on inonde d'informations presque le conducteur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un surplus qu'il va falloir même trier. En termes expérientiels, finalement, est-ce que c'est pas un côté rassurant d'avoir des informations alors qu'on ne pilote plus? Donc on voit bien qu'il y a peut-être des questions aussi à se poser. Il y aura un tri probablement à faire. Ce qui est intéressant de voir là dans les technologies, notamment véhicules, tout équipement, et puis là dans celle que l'on va vous présenter maintenant, c'est-à-dire directement véhicule, tout véhicule, indépendamment des réseaux, le CV2X, ce qui est intéressant de voir, c'est les joint ventures qui s'établissent. C'est-à-dire que là, on a par exemple des associations entre Qualcomm, BMW, PSA, Ford, etc. PSA. Ça, c'est la vidéo que l'on va voir. Mais on a aussi des associations entre Bosch et Daimler. Là, tu parlais de Byton, c'est l'association entre Faurecia en termes d'équipement interne et la marque chinoise. Ouais, là on va pouvoir envoyer la petite dame. Ah ouais, voilà. Et donc là en fait on va transformer la route en un lieu de sécurisation qui se fait par lui-même de façon même indépendante. Et ça peut être intéressant notamment pour déployer cette sécurisation et cette information routière même dans des zones où les réseaux mobiles, et notamment le réseau 5G, seront faiblement déployés. Ou en plein milieu de la forêt noire en Allemagne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on la voiture, les voitures communiquent entre elles. Alors déjà, il y a un problème de fond, c'est le taux d'équipement. C'est que par défaut, ce système ne fonctionne que si l'ensemble du parc peut être équipé de ce type de technologie. Donc toute la problématique, c'est quand même que ça fonctionne sur un parc qui est relativement restreint. C'est sur un parc au moins conséquent. Voilà, il faut qu'il y ait quelques dizaines de pourcents. Oui. Le principal frein, ça va être que c'est le genre ça va s'étaler au fur et à mesure des renouvellements de véhicules personnels. Donc toute la problématique, c'est que ça s'étale sur 15 ans. Néanmoins, le cas d'usage que ça soulève, c'est la capacité à auto-porter des solutions et donc naturellement à embarquer de manière totalement native tout un cas de use case, tout un cas de pain points qu'on avait historiquement et qui sont aujourd'hui dans la voiture déconnectés des réseaux traditionnels. Parce que le CV2X, le Cellular V2X, amène la voiture à se connecter à une autre voiture ou à un autre écosystème de manière totalement autonome. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a plus besoin et on n'est plus dépendant de cette connexion satellitaire. Oui. Après, toi tu parlais de la vitesse de renouvellement, mais on le voit avec la joint venture entre Innoviz, on en a parlé dans notre épisode sur les Best Innovation Awards, et BMW, on voit très bien que ces équipements, je suis persuadé, pourront partiellement équiper des voitures en option. Oui. Donc on voit très bien que de la même façon que quand les GPS sont arrivés, dans un premier temps, les gens ont pu s'équiper sur des voitures qui n'en étaient pas équipées au début des années 2000 d'un GPS qui se positionnait à la place de l'autoradio. On voit très bien que les équipements vont, alors pas forcément pour de la conduite autonome, mais par contre pour de la communication d'informations entre les véhicules, que ce soit comme le présente, et on le verra, Valeo, que ce soit pour des caméras qui permettent de voir, Valeo a sorti quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes un conducteur qui avait votre caravane. Bon, vous savez très bien que derrière la caravane, vous ne voyez rien dans vos rétroviseurs intérieurs. Vous avez d'énormes rétros sur les côtés, mais le rétroviseur intérieur ne voit pas ce qui se passe derrière la caravane. Eh bien, de la même façon qu'ils ont déployé la caméra qui permet de voir devant le véhicule qui vous précède, eh bien là, la caméra permet de voir derrière la caravane tout en laissant sur l'écran le contour de la caravane. Donc vous identifiez bien où est la caravane et vous identifiez bien ce qui se passe derrière. Donc ces équipements, je pense qu'ils apparaîtront en option, ils apparaîtront en accessoires et pourront être installés sur un certain nombre de véhicules. Mais malgré tout, tu as raison, le renouvellement d'un véhicule, je crois que l'âge moyen du parc en France, c'est 8 ans ou 9 ans. Donc on voit bien qu'un... 8 ans à se rajeunir naturellement parce que de toute façon, on ne peut plus rouler forcément, en tout cas sur la zone parisienne.
Nous ne reviendrons pas sur ces débats sempiternels de renouvellement obligatoire. Mais c'était l'épisode Vivatech. Vous revenez un peu dans les archives et vous arriverez à le retrouver. Alors, bien entendu, si on parle de sous-jacent, on ne peut pas ignorer Qualcomm et on ne peut pas ignorer NXP. Alors NXP, c'est une colossale société qui, on l'a vu grandir en termes de surface d'exposition. Cette année, évidemment, ils s'adressent à toute une série de technologies. Ce qu'ils font, c'est essentiellement des microcontrôleurs et des capteurs. Ils travaillent pour le mobile, ils travaillent pour l'automotive, ils travaillent pour les infrastructures 5G. Ils avaient un énorme stand et ils seront forcément au cœur de vos équipements des solutions qui seront des solutions de déplacement autonome. Ça, c'est clair. Et puis, on a été voir aussi une société qui a beaucoup grossi depuis qu'elle a été rachetée par Intel, c'est la société Mobileye. Et Mobileye, alors historiquement, Mobileye, c'était un peu comme ceux qu'on avait vus à l'IFA de Berlin. Ils rajoutaient un accessoire dans l'habitacle de la voiture et qui permettait d'avoir des systèmes d'anti-collision, d'alerte, etc. L'année d'après, ils sont venus sur le CES, d'ailleurs c'était 2017 ou 2016, si je ne me trompe pas, 2017, et puis d'un seul coup, on les a vus intégrés dans la voiture, et puis là maintenant, ils sont totalement full intégrés, totalement presque transparents. Et puis là, en regardant cette vidéo, vous voyez que ça... Alors c'est une société à l'origine qui est une start-up israélienne avant d'avoir été rachetée par Intel. Ils sont sur l'analyse de l'environnement, la détection de collisions. Bref, c'est un maillon essentiel pour produire de la voiture autonome. C'est fondamental, notamment dans tout ce qui est autonomie en ville, donc dans des milieux qui sont des milieux relativement denses. Là, on le voit très bien qu'on est vraiment sur un travail qui n'est pas simplement ce que l'on va voir maintenant dans quelques secondes avec Nvidia, mais on est véritablement sur de la mobilité en ville avec une analyse d'environnement très, très poussée. Donc là, on voit bien effectivement que les sous-jacents sont partout, particulièrement dans l'automobile, parce que c'est là qu'on voit les cas d'usage les plus pertinents, je dirais, ou les plus palpables pour des personnes qui ne sont pas forcément, qui ont du mal à se projeter dans le use case d'une technologie au quotidien. Et là, si on va sur Nvidia, on est sur le Drive Autopilot, donc ce qui est super intéressant. On va vous passer la vidéo. Là, effectivement, on voit bien que sur cette partie-là, on est sur des problématiques qui sont de l'ordre... Alors, c'est de l'autonomie niveau 2. Alors, ils disent de plus, parce qu'ils disent, eux, ils vont améliorer l'autonomie niveau 2, parce qu'aujourd'hui, cette autonomie de niveau 2, pour eux, elle n'est pas encore assez performante, du fait même, parce qu'NVIDIA fabrique quand même des microprocesseurs, du fait même des puissances de calcul embarquées. D'accord, qui sont insuffisantes. Voilà, et donc là, ils font la preuve, simplement dans le changement de fil, dans le maintien de trajectoire, dans l'évitement de piétons, etc. Ils font la preuve de leur puissance de calcul. Et ils disent, voilà, nous on fait, alors c'est une norme qui n'existe pas, le niveau 2+, ils l'ont inventé, ils l'ont simplement inventé pour montrer aux autres, essayer de démontrer aux autres fabricants que leur puissance de calcul, pour ce type d'autonomie, qui est une autonomie finalement qui aujourd'hui nous permettrait tous de prendre l'autoroute en parfaite sérénité, avec eux, eh bien, la puissance de calcul étant au rendez-vous, la sécurité l'est aussi. Bon, on voit bien de toute façon, parce que Nvidia, de mémoire, c'était les premières voitures autonomes dont ils avaient parlé il y a quelques années. Nvidia était déjà dans les projets, était sur Tesla, parce qu'ils avaient proposé sur le centre de Tesla, c'était Nvidia qui était dessus. Enfin, on voit bien que la puissance de calcul est clé, de toute façon, dès qu'on parle de pilotage automobile. Autonome, j'entends. Alors, pour tout ça... Alors on a rencontré Philippe. On a rencontré Philippe Noton sur le stand Eurotech Week. Alors pour une initiative qui est intéressante, on va laisser après courir la petite interview que j'ai faite de lui et que Mathieu a filmé avec grâce et légèreté. Voilà. On vient de vous parler de processeurs et là il y a une initiative européenne pour justement développer en collaboration avec les grandes sociétés type ST Microelectronics, qui sont déjà des sociétés européennes, puisqu'elle est française à la base, des processeurs indépendants qui ont la capacité de rivaliser avec les Qualcomm, avec les Nvidia, qui sont des processeurs américains. Donc c'est une forme de recherche d'indépendance de la souveraineté de l'Union européenne. Mot-clé, hein, on l'a entendu beaucoup aussi. GAFAM Free, souveraineté, indépendance, et bien voilà. J'étais avec Philippe. Allez, interview. Dans le cadre de cette émission sur la mobilité, sur les besoins de calcul, sur les infrastructures qui vont rendre l'autonomie dans nos villes, qui vont rendre nos voitures plus autonomes, je reçois Philippe Noton de l'European Processor Initiative et vous êtes manager général. Qu'est-ce que l'European Processor Initiative ? Alors cette initiative du processeur européen, donc EPI,
a été lancé l'année dernière par la Commission européenne, DG Connect, avec un très gros budget d'amorçage. La vocation, enfin le mandat qui nous a été donné, c'est de développer des processeurs à usage, supercomputing, donc très gros calculateurs, et dans un deuxième temps, tout ce qui est voiture autonome. Donc sans se mentir, on est là pour essayer d'enterrer ou d'éloigner de nos frontières européennes les géants américains comme Nvidia, comme Intel, qui sont ultra représentés et qui, à grands coups de milliards, ont racheté des sociétés comme Mobileye dans justement la voiture autonome et dans toutes ces infrastructures qui nous permettront demain de circuler plus facilement et d'avoir du multimodal très fluide. Oui, tout à fait, parce que la part du calcul embarqué dans les véhicules et surtout la valeur qui est donnée à ces microprocesseurs va être de plus en plus forte, ainsi que toutes les datas qui sont autour. Donc il devient hors de question pour l'Europe, à terme, et surtout, il faut que ça soit réglé sous 10 ans, que cette valeur reste sur des sociétés étrangères. Et le but, c'est clairement de limiter la dépendance de l'Europe à tout ce qui est processeur, pour l'instant américain, et à terme chinois, et de redévelopper une industrie locale. Ce qui n'est pas évident sur cette classe de technologie, parce qu'on est sur des budgets très lourds, des technologies très profondes sur lesquelles l'Europe a globalement jeté l'éponge il y a quelques temps. Donc là, c'est le moment d'y revenir. Et une dernière question, puisqu'on fait court pour s'insérer dans notre format, est-ce que STMicroelectronics, qui pour moi est une société européenne, au moins à la base, est-ce qu'elle fait partie de ce consortium ? Alors on a des gros poids lourds sur notre consortium, on a ST, donc la société française qu'on connaît bien qui en fait partie, Infineon en Allemagne qui en fait partie, Atos, la société leader en termes de services en France et en Europe qui fait partie, également BMW qui va être très moteur sur nos activités en automotive. Donc ça représente 23 partenaires, maintenant 26, 10 pays européens. Comme dit, sur un budget qu'on veut boucler sur 4 ans de plus de 300 millions de dollars pour développer cette plateforme. Et est-ce que 300 millions de dollars, ça semble suffisant sur 4 ans ou il va falloir en mettre beaucoup plus à horizon de 10 ans ? Pour les générations suivantes, il va falloir un petit peu compléter recharger la tirelire, on va dire, mais c'est déjà bien. Bien, merci d'être venu nous voir, c'est le prix de l'indépendance. Voilà ce qu'on fait en Europe. On fait des jolies lois avec le RGPD, mais on fait aussi de belles initiatives technologiques. Et voilà, donc rencontre avec Philippe qui a eu l'avantage de répondre très focus. Ouais. Et ça, c'est quand même appréciable. Alors, l'autre point sur lequel, effectivement, on a beaucoup parlé des sous-jacents, particulièrement dans l'automobile, mais finalement on s'aperçoit que l'automobile devient, mais ça fait déjà quelques années qu'on en parle, l'extension du domicile privé, finalement le nouvel espace de loisirs, peut-être même de création, on pourrait voir avec de la réalité augmentée, qui s'offre à nous. Alors c'est intéressant parce que là on va essayer de passer quelques cas, non pas cas d'usage, mais souvent des cas imaginés par les constructeurs, par les fabricants. On va voir passer à la fois des sous-traitants de l'automobile, on va voir passer à la fois des marques automobiles, et puis on va voir passer aussi des gens que l'on ne pouvait pas imaginer dans un premier temps dedans, c'est finalement des personnes qui sont capables de fabriquer nos écrans de télé ou nos enceintes son et qui redéfinissent évidemment de l'espace. On a une petite vidéo, je crois, avec Samsung et Harman qui nous présente ce qu'on appelle maintenant les cockpits. Parce que finalement, c'est ça la grande mode. Hein. Tout le monde y va de son cockpit. On n'a pas parlé d'habitacle, on a parlé de cockpit. Voilà. On est dans un cockpit. Alors en même temps, ça ressemble de plus en plus à un cockpit d'avion. Ça, c'est effectivement le cas. Mais on voit bien que là, la capacité de recréer des espaces, de créer de l'intérieur, de créer de l'expérience n'est plus réservée, à proprement parler, aux industriels de l'automobile. Des sociétés tierces s'y mettent. Alors on voit bien aussi cette notion de coopétition, de co-création. Faurecia Byton, Samsung Harman, etc. qui font que naturellement on repense et on redéfinit de nouveaux espaces avec chacun ses expertises mises en commun pour créer de l'écosystème. Le CV2X, c'est l'exemple type de la co-création. On est ensemble à travailler sur un protocole commun qui va faire fonctionner les voitures autonomes ensemble. Et donc tous ces éléments sont assez intéressants. En tout cas, ce nouvel habitacle de Samsung, effectivement, ce nouveau cockpit, et effectivement ce qu'ils considèrent comme une plateforme de développement autour du cockpit. Et puis, on voit que cette collaboration, elle amène malgré tout au cœur de ces nouveaux habitacles imaginés par ces constructeurs, amène aussi toute la compétence de ces constructeurs. Ces constructeurs ont l'habitude d'avoir des systèmes visuels connectés. On sait très bien que la voiture aujourd'hui, qui utilise d'ailleurs le GPS de sa voiture? On utilise le GPS de son téléphone parce que le GPS de la voiture, il n'est pas connecté. On le sait tout à l'heure en parlant avec Ear Real Time Traffic, qu'ils vont maintenant pouvoir être en temps réel. Mais c'est vrai que
Là, on a des collaborations qui se font avec des sociétés qui sont parfaitement capables de gérer du contenu média et qui sont parfaitement capables d'imaginer une expérience utilisateur à travers des interfaces médias. Et c'est là ce que l'on peut observer directement et qui viennent ajouter aux capacités d'un véhicule cette expérience et ce professionnalisme et cette compétence que possèdent ces sociétés. En tout cas, c'est ce qu'elles se promettent de vendre aux constructeurs et de collaborer avec eux. Ce qui est intéressant, c'est quand même quand on voit les images défiler, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même le frigo. Oui. Donc on est capable depuis sa voiture de voir ce qu'il y a dans son frigo, potentiellement de gérer son environnement personnel chez soi, sa maison, parce que c'est quand même eux avec Arctic qu'on crée la plateforme IoT. Donc on voit bien que derrière, il y a une solution, on en parlait je crois hier, mais c'était d'immersivité totale, c'est-à-dire qu'en fait, technologie et humain ne font plus qu'un dans un seul cas d'usage. Et là, il y a quelque chose effectivement de notion de valeur extrêmement forte au quotidien, non pas de gadgetisation et de trash ID. L'idée, c'est du service. Hein, là, c'est clair. Alors, après, on peut se dire, oui, gérer ses courses depuis sa voiture, mais à partir du moment où la voiture sera très autonome, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que regarder les infos, gérer votre planning, peut-être faire les courses ou vérifier la recette que vous allez faire le soir. Netflix, pourquoi pas autre, hein, voilà. Et donc, eux ont cette capacité d'agréger tout ça. Là, on voulait parler aussi de Faurecia, parce que Faurecia, travaille avec Byton. Et donc là, vous avez des extraits dans leur vidéo du cockpit qu'ils ont imaginé pour la Byton, mais aussi pour un cockpit type Faurecia, indépendant de celui qui a été imaginé pour cette marque chinoise, qui devrait sortir son modèle K-Byte en 2019 et le M en 2020. Ou le contraire, parce que je confonds entre le SUV et la berline. Le SUV et la berline. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ce que l'on voit chez Faurecia, c'est de repenser complètement l'habitacle pour que la convivialité se crée. Bien sûr. Et ça, c'est très important de créer la convivialité parce que finalement, comme le dit si bien Byton que l'on voit maintenant arriver sur l'écran, c'est l'espace redéfini, c'est l'espace personnel redéfini. Et là, vous verrez de nouveau, puisque c'est Faurecia qui a pensé l'intérieur, les sièges qui pivotent de 10 degrés. C'est épuré. Hein. La différence entre ce qu'on a vu chez Samsung et notamment ça que vous voyez chez Byton, c'est quand même, enfin chez Faurecia Byton, c'est quand même qu'on est clairement sur quelque chose qui est épuré. Il y a zéro presque barrière ou cassure dans l'écran. Ouais. Donc ça, plus ce qu'on a pu voir chez Royol, c'est-à-dire les écrans qui sont flexibles et qui pourraient parfaitement changer. Par exemple, vous avez du cuir, demain il y aura peut-être des écrans intégrés dedans, voire même directement des écrans en termes de revêtement. C'est énorme tout ce qui peut se passer, enfin les cas d'usage qui peuvent se projeter semblent tout du moins assez intéressants. On pourra peut-être même imaginer des voitures qui vous coûtent encore moins cher parce qu'on vous passe de la pub en permanence à l'intérieur au travers des écrans dans l'habitacle. Voilà. Et en tout cas, il y a pas mal de vous n'avez pas payé votre abonnement, vous avez de la pub. Bim, allez, comme dans Black Mirror, pour passer la pub, il faut payer. Donc là, ce qui devient intéressant, c'est dans ce que l'on va voir maintenant, c'est un partenariat entre Audi et Disney. Et là, Audi a imaginé de pouvoir, en voiture, fournir du contenu de divertissement. Donc c'est l'arrivée de l'entertainment au cœur de la voiture. Donc là, c'est avec leur projet qui s'appelle Holo Ride. Donc le passager arrière a son casque VR et tout ça est une diffusion de contenus qui sont en partenariat, évidemment, on l'a reconnu, la Guerre des Étoiles, donc Disney. Donc Disney, et tout ce qu'ils ont pu racheter comme licence. On voit bien que la guerre du contenu est lancée. C'est en même temps, on peut se poser la question de la finalité, parce qu'il y a le côté un peu communication sur place, on va faire quelque chose d'un peu d'innovant. Bon, dans le dur de la réalité augmentée, il y a des projets qui en parlent, parce qu'on a vu effectivement... Et là, on va en voir un d'ailleurs, voilà, on va en voir un. J'avance un petit peu, parce que j'ai pas tout le speed. Et donc, on s'aperçoit qu'effectivement, en tout cas, les joint ventures contenu et automobile ou autres sont partie intégrante de ce que l'on verra très certainement sur 2019 de manière confirmée. Voilà, le tableau de bord sera l'extension de votre smartphone ou le contraire si vous voulez. Ouais, exactement. Voire même on pilotera par la puissance de calcul de Nvidia la voiture avec le slot où on mettra son téléphone dedans directement à l'intérieur. Dans ces cas-là, il faudra mieux privilégier quand même quelque chose sur iOS que sur Android. Mais bon, on y reviendra. Voilà, attention. Non, mais ceci ne nous regarde pas. Alors, on pouvait aussi effectivement le Drive for You qu'on a vu chez Valeo. Oui, on ne peut pas passer dans la voiture autonome, évidemment, sans passer par le stand Valeo. Et l'adaptation sur un véhicule de capteurs de série, que ce soit les lasers, les scanners, les lidars, les radars. Donc, ce qui n'est pas cher. Voilà, ce qui est plutôt moins cher. Cette voiture a fait la preuve au Mondial de l'Automobile en octobre à Paris,
à Las Vegas de rouler en ville. Mhm. Vous trouverez des vidéos sur le net de journalistes qui ont pris ce véhicule et qui ont filmé. Le conducteur, lui, il est juste derrière le volant, il le regarde tourner et on voit l'attitude de la voiture dans des intersections face à des piétons qui tentent de traverser la rue en parfaite sécurité. Donc là, on est sur des véhicules qui sont dans des autonomies. Alors après, c'est une problématique de législation, enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, mais en tout cas, les coûts de tous ces capteurs sont plus bas, le coût de traitement est plus efficient. Et puis, Valeo était arrivé avec une autre idée, c'est de dire, finalement, si avec de la réalité virtuelle, on ne pouvait pas, donc pour rebondir avec ce que tu disais sur Audi et puis c'est HoloRide, si on ne pouvait pas avoir finalement un passager entre guillemets clandestin, c'est-à-dire que vous avez un ami qui a son casque de réalité virtuelle chez lui, et en fait, il est comme s'il voyageait sur vos places arrière. C'est-à-dire que lui, il voit comme s'il était à l'arrière de votre voiture et vous êtes en communication avec lui et finalement vous pouvez partir en voyage avec soit votre mamie qui doit rester sur place parce que je sais pas, elle a des examens médicaux à faire et elle va prendre le soleil. Mamie. Bref, en tout cas ça c'était aussi une innovation imaginée par Valeo en plus de l'autonomie qu'on pouvait avoir avec le modèle que vous avez vu à l'écran équipé du système Drive for You. Alors, bien entendu, on vous avait parlé de Kia, on va juste vous remontrer la vidéo, mais c'était Kia qui avait aussi redéfini, en parlant d'automotive, finalement, le fait d'utiliser les émotions pour redéfinir le fait plus pertinent par rapport à votre état émotionnel. Que Kia, effectivement, souhaite soulever par la captation d'émotions, soit par l'attention, le coût potentiel, etc. Et puis d'imaginer une nouvelle expression progressivement. Alors, en même temps, ce qu'on va regarder beaucoup les pions, on peut se poser En fait, l'idée, c'est de se dire, voilà, c'est de se dire, on est capable par des systèmes de captation de connaître à la fois votre rythme cardiaque, votre température, etc. Et donc d'en déduire une forme d'état émotionnel. Deuxième point, votre voiture, il y a des surfaces de projection qui sont inespérées. Les écrans, qui sont les films, etc. Donc vous pouvez tout simplement utiliser ces espaces pour projeter quelque chose, et là, ils vont jusqu'au bout du délire. Là, on peut le voir sur le stand de Kia. Ils vont jusqu'au bout du délire, et vous disent, puisque l'on va utiliser ces surfaces pour vous mettre dans une certaine ambiance, eh bien, on va faire de la calinothérapie, de l'hypnothérapie, vous allez vous reposer. Calinothérapie. Vous allez faire ce que vous voulez à l'intérieur de cette voiture. On le ressortira. Épisode calinothérapie. Non, mais franchement. Oh là là, dans quel monde vit-on? Ouais. La titrisation. Alors, dans quel monde vit-on, Louis? C'est ça, oui. C'est ça. Bon, enfin, effectivement, ce qu'on s'aperçoit, le lieu de vie, les émotions, l'expérience, au-delà même de la conduite qui disparaîtra progressivement, on conduira d'une autre façon. En tout cas, qu'on croit ou pas à la voiture autonome à terme dans les 5 à 10 ans qui viennent, il y a beaucoup de sujets là-dessus. En tout cas, on a vu beaucoup de voitures, puisqu'on l'appelle le Car Electronic Show maintenant, c'est son petit nom. Mais on n'a pas vu Volvo qui avait quand même proposé il y a 6 mois une voiture-lit. C'est vrai. Donc autonome avec tous les accessoires qu'il faut pour passer une très bonne nuit dans la voiture. Mobile World Congress peut-être ? Peut-être. Ou sinon Genève, ou ça dépend des annonces qu'ils vont faire. Hyundai qui proposait... Alors Cradle. Alors c'est une voiture qui marche en fait, elle a comme des jambes, donc elle peut s'élever. Et là on a un cas d'usage, mais ils ont plusieurs cas d'usage qui pourraient être adaptés à des services comme des services de secours, etc. Et là on a un cas d'usage qui est un taxi qui est capable évidemment de s'élever pour pouvoir embarquer une personne à mobilité réduite. Bref. Alors ça, c'est évidemment, on est dans l'ordre du délire, du prototype, etc. Mais on sait très bien que les prototypes, d'une façon ou d'une autre, par petites touches, finissent par pénétrer les véritables produits. Oui, parce que y a plein de petites briques qu'on assemble et en amalgamant tout ça, ça génère quelque chose de totalement new. Et puis pour ceux qui sont fans du 5e élément, le stand de Bell, donc Bell, fabricant américain d'hélicoptères, on voit bien là en haut de l'écran, on passera la petite vidéo, voilà, alors ça c'est évidemment, tout ça c'est de l'image de synthèse. C'est de la 3D, on précise, voilà. Ce n'est pas réel. Mais disons que sur le stand, on l'a vu tout à l'heure, on vous la repassera, sur le stand il y avait une maquette taille réelle, il y a 5 places, un pilote au centre et puis 2 rangées de 2 sièges, et vous avez
un hélicoptère qui est capable d'effectuer des vols horizontaux simplement par l'inclinaison de ses rotors. Il a de petites ailes. On a vu ça aussi sur le stand d'Assaut Systèmes, qui, lui, dans son exploration de ce que sera la vie en 2030, avait imaginé ce Air Taxi qui, même système, j'ai des rotors qui vont s'incliner pour pouvoir après utiliser les ailes et avoir une vitesse d'ailleurs de déplacement qui promettait de faire Tokyo... Los Angeles 5 heures. Voilà, 5 heures. Donc finalement c'est comme un avion. Exactement. Ça a la performance d'un avion que l'on peut prendre... Sans les problématiques que nous connaissons tous de la classe éco. Hein, c'est comme quand on fait un voyage et qu'on nous demande un questionnaire Cali en rentrant. Ouais. Non, bah... Dur. Bon. Avançons. On voulait terminer par Smart City, puisque c'est la création finalement, la Smart est au cœur peut-être d'une nouvelle citoyenneté. Hein. Ça faudra qu'on fasse un épisode spécial là-dessus. Mais c'est vrai qu'au cœur des nouveaux espaces de vie en général. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on a rencontré Engie qui nous a présenté un projet très intéressant autour de la Smart Grid. Alors en fait là, dans ce cadre-là, Engie s'est posé la question, dans une ville, bon, on a un certain nombre de véhicules électriques, là on présente par exemple les bus qui sont dans leur station de recharge, on a un certain nombre de véhicules qui ont besoin d'énergie et on a aussi de l'énergie qui est achetée et qui n'est pas consommée notamment par les industriels. Et là l'idée c'était d'aller récupérer, pour être le plus efficient possible, l'intégralité de ce qui pouvait venir du réseau à très haute tension, ce qui pouvait venir de réseau à moyenne tension, de tout dispatcher comme on le voit sur la maquette dans la petite boîte bleue et que ça soit pilotable par un opérateur des services de la ville, non formé. Non formé, voilà. Parce qu'ils avaient fait par réalité augmentée une vitre dans laquelle on voyait à travers le mur pour pouvoir identifier les principaux problèmes. Et donc toujours chez Engie, on est parti aussi sur ce que l'on appelle la F-Box, c'est-à-dire un outil, une station de recharge qui a comme promesse de recharger 80% de vos batteries en 20 minutes. C'est indispensable aujourd'hui. On avait parlé, je ne me souviens plus du nom, on avait parlé il y a quelques mois aussi d'un projet européen qui réunissait plusieurs sociétés et qui voulait mettre en place aussi des superchargeurs. C'est un petit peu la clé de la voiture électrique aujourd'hui, c'est-à-dire la capacité des stations de recharge à faire le plein relativement rapidement. Et là, on arrivait autour de 15 minutes. Donc, vous voyez, 15-20 minutes, ça commence à être des temps qui sont presque acceptables, notamment si, au bout du compte, les 80% en autonomie représentent au moins 250 km. Et d'ailleurs, il y avait la G-Box aussi, ou quelque chose comme ça, où c'était une recharge en 5 minutes. Avaient posé, c'était une Smart qu'ils avaient fait la démonstration. Une problématique de l'énergie clé, de toute façon, dès lors que l'on parle de voitures autonomes, mais dès lors qu'on parle de voitures tout court, électriques, et particulièrement aussi dans la Smart City. On s'aperçoit que cette greenification, ce côté très aussi répartition des ressources, optimisation des ressources, stockage de l'énergie et meilleure diffusion de l'énergie pour éviter des stockages inutiles ou des recharges inutiles, était un peu clé dans tous les discours, particulièrement sur le Smart Grid, sachant que le coût d'implantation, c'était 15% d'un bus, leur cas de départ, c'était les bus, et c'était 15% du montant d'investissement autour d'un bus. Oui, donc pour le prix d'un bus, plus 15%, vous avez en plus tout le système. C'est plutôt bien. Alors pour les amateurs de vélo, de petite reine, comme diraient certains, cette société est française, elle s'appelle Couline. Elle propose 3 modèles. Celui-ci, je crois que c'est le plus sportif et le plus cher. Il tourne, je crois, autour de 8 000 €. Ils vont être bientôt distribués. Alors attention, tout est fabriqué en France. C'est ça aussi l'idée. Le vélo Tesla, quoi, grosso modo. Voilà, c'est la Tesla du vélo. C'est exactement. Alors, il est électrique. Il a une puissance de 500 watts. Il va à 45 km/h. Il est évidemment connecté par le biais d'une application complètement dédiée. Ça fait partie des mobilités douces et ça faisait partie des petits coups de cœur qu'on voulait citer sur ce chapitre automotive et Smart City, parce que finalement, c'est vrai que la ville de demain, c'est malgré tout la capacité de se déplacer. Tout le monde n'habite pas une ville de bord de mer qui est parfaitement plate. Et d'ailleurs, même pour les amis qui fréquentent l'île de Ré, ils savent très bien que l'île de Ré, ce n'est pas que plat, puisque ça culmine à 35 mètres et les petites montées, parfois, font mal aux jambes. Non, mais toi qui fais du vélo, évidemment, tu sais que c'est rien du tout, 35 mètres. Non, mais quand tu as une moyenne de 40 km/h... Donc là, voilà, le vélo électrique prend toute son intérêt.
Alors ensuite, il y avait Udelv aussi, c'était sur les problématiques au travers du delivery et donc de l'autonomie du delivery. C'est-à-dire toujours se réfléchir quand on est dans une ville connectée. La problématique du e-commerce, c'est aussi la problématique de la logistique du dernier kilomètre. Cette logistique du dernier kilomètre, alors ça c'est une société d'origine, parce que les créateurs sont français, mais ils sont basés aux États-Unis. Ils travaillent, parce que là on est sur de l'expérience du prototypage, ils travaillent véritablement sur la livraison du colis. Je commande la voiture ou le véhicule, je commande le véhicule, il vient chercher le colis, il va expédier et il va livrer le colis. Donc ça peut être relativement intéressant, notamment pour tout ce qui est, on appelle ça le last mile delivery, le dernier mile, la livraison du dernier mile. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème, d'abord parce qu'il consomme beaucoup d'énergie, il consomme beaucoup de temps pour les opérateurs, parce que finalement il faut beaucoup d'humains, et que l'on sait qu'aujourd'hui, toutes les grandes sociétés, à commencer par le A avec le gros sourire, qui nous envoient nos colis en 48 heures chez nous, passent par des artisans livreurs à l'appel pour pouvoir délivrer. Donc l'empreinte carbone est complètement dingue dès lors que l'on commande effectivement. Donc là, cette logique du dernier kilomètre, elle est clé. En tout cas, il y avait beaucoup de choses. Alors Pizza Hut a fait un truc similaire aussi. Alors, ah oui, donc on voulait parler aussi de Rinspeed qui présentait, c'était MicroSnap. Parce que l'année dernière, on le voit en haut à gauche, l'année dernière, il présentait le Snap, c'est-à-dire ce véhicule dont le module d'habitat est indépendant du module tracteur, et qui vient se poser dessus. Et là, cette année, il présentait le MicroSnap, qui est à peu près de la taille d'une Twizy de Renault, un petit véhicule, qui donc pourrait permettre évidemment du déplacement simplement de 2 personnes, mais là, dans ce que l'on vient de dire, pourrait évidemment être équipé. Alors on l'avait vu quasiment en maquette chez NXP, dont on parlait tout à l'heure. On pourrait imaginer des stations de livraison qui seraient avec ce type de module. C'est-à-dire que la partie module lui-même où on retrouverait les colis serait dans l'entrepôt et serait chargé au fur et à mesure de l'arrivée des colis. Et puis hop, avec la partie motrice, on le charge sur la partie motrice et la partie motrice va faire le delivery de tous les colis qui sont à l'intérieur de notre Snap. Voilà, je l'ai dit. Ah ben oui, parce que ça fait 40 minutes, il paraît. Ça fait 40 minutes, ouais. Là je vois dans 42 exactement. Donc comme je vois le temps qui tourne, mais ça tombe bien parce que c'était notre dernier projet, on voulait quand même terminer par cette vision, notre vision, parce que c'est vrai que le CBS, on en parle de son, de vidéo, de réalité augmentée, d'écran. On vous a pas parlé des relayables de LG, mais en même temps, tout le monde en a déjà parlé. Des écrans Royal qui se plient, mais en même temps, tout le monde en a parlé. Donc, on vous a sélectionné quelques-uns des projets qu'on a trouvés les plus emblématiques et peut-être les plus intéressants pour aborder ce CES, parce que couvrir tout le CES est relativement, comme chaque année, impossible, voire même c'est de plus en plus dur. C'est-à-dire qu'il y avait encore 4000 exposants cette année. C'est-à-dire que c'est énorme. Donc voilà, donc globalement, en tout cas, on se proposait de se souvenir pour ceux qui ont assisté à nos conférences sur l'Eurotech Week. Donc on était au Arras sur des débriefs quotidiens le soir avec effectivement cette vision du burger et qui positionne 2 choses clés, l'intelligence artificielle qui donne de l'intelligence au système et puis surtout la 5G qui véhicule la donnée. Puis entre les deux, on va avoir effectivement toutes ces problématiques de smart home, de wearables, de health, d'automotive, etc. Et donc naturellement, on voit bien qu'il y a 2 grandes transverses au-delà de la capacité processeur, du stockage, etc. que vont être la 5G et l'intelligence artificielle. Mais au-delà de ça, comme on a parlé de Smart City, la Smart City, c'est quoi finalement ? C'est cette boîte du hamburger qui vient tout envelopper. Voilà. Comme on était à Vegas, on s'est dit qu'on allait faire avec la gastronomie locale. Et donc, même si on ne mange pas que des burgers, quoique aussi de très bons entrepôts. On a mangé italien. On a mangé italien. Voilà. Non, on mange relativement bien dès lors qu'on y met malheureusement le prix. Et qu'on est patient. Et qu'on est très patient. Voilà, parce que globalement, effectivement, c'est un petit peu différent de tout cela. Mais enfin, de ce que nous, on vit au quotidien, en tout cas en France, en termes de services hôteliers, même si c'était sympa.
Alors, maintenant, finalement, on va se donner rendez-vous en 2020. Alors, non pas parce qu'entre-temps, on va rien foutre, mais parce qu'on se revoit en 2020 sur le prochain CES, bien entendu, beaucoup d'autres rendez-vous. Entre-temps, on aura quand même pas mal de conférences qui sont prévues, dans des écoles notamment, puisqu'on viendra parler de tout ce qu'on a pu voir sur le CES et de notre analyse, si je bien sûr que c'est la nôtre, et que globalement, on va couvrir les sujets qui nous intéressent le plus dans de la diversité des projets qui sont présentés sur des événements comme le CES. En attendant, on se voit très vite. Voilà. Alors en 2020, vous réservez, vous cochez du 7 au 10 janvier. Voilà. Donc, cette année, c'était du 8 au 11, voilà. C'était du 7 au 10. Donc là, ça va être aussi une très très grosse semaine, on attend. Avec impatience tout ce qui va se passer cette année. Il y aura beaucoup d'autres rendez-vous qui vont ponctuer 2019. Et puis en tout cas, on sera très ravis parce que c'est le premier épisode. Non, c'est pas le premier épisode de l'année, c'est le premier épisode de l'année à Paris parce qu'avant on était au CES. De vous retrouver sur de nouvelles choses. Et on devrait se voir bientôt pour faire un débrief complet avec des personnes que l'on a croisées là-bas et qui sont les Digital Women. Les Digital Ladies. Digital Ladies. Oh là là, ça y est. Te faire allumer. La claque est déjà partie. Déjà qu'on s'en prend plein la gueule avec Digital Men. Alors, Digital Ladies. Et puis aussi Flash Tweet qu'on reverra très rapidement. Tout est dit ? Pas mal. Tout est dit, ça fait 45 minutes, on vous remercie de votre patience, on espère que cet épisode vous a plu, on se voit très vite pour de nouvelles aventures autour du digital, et d'ici là, on vous souhaite une bonne soirée, ou un bonne soirée, puisque on voilà. Et puis vous vous abonnez, et puis vous regardez aussi vous regardez aussi sur YouTube, et puis vous écoutez également en podcast. Voilà, faites notre promo également. Voilà, allez, on vous dit à très vite. À très vite. Et à plus, ciao.